Donc il y aura essentiellement de la peinture, il y aura un petit peu de photographie aussi, parce que il y a de la photographie un petit peu de photographie dans ce livre-là et dans le précédent aussi. Et voilà, c'était une manière juste de faire varier le travail sur le regard qui est au fond, je crois, ce qui, sans vouloir être trop pompeux, mais réunit à peu près toutes les disciplines artistiques. C'est évidemment le regard que celui qui a décidé d'écrire, de peindre, de sculpter, de filmer va poser sur l'objet ou le sujet, ou les deux, qu'il désire décrire. Voilà. Je fais parfois aussi des choses moins insensées, plus ouvertement touristiques. Je suis ainsi allé à Malte pour voir, de mes yeux voir, le tableau de Caravage qu'abrite l'oratoire de la cathédrale Saint-Jean de La Valette, la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Ce n'est pas sans rapport avec Andreas. C'est une œuvre saisissante, une leçon de ténèbres. Je n'ajouterai rien à la glose imposante qui entoure et parfois recouvre Caravage. Je suis censé ne pas aimer la peinture, au dire de mes amis. Ceci pourtant, cette toile de très grand format, 3,61 m par 5,20 m, datant de 1608, soit 2 ans avant la mort du peintre, représente l'épisode rapporté en Matthieu 14, 3, 12. En effet, Hérode avait fait arrêter et enchaîner Jean et l'avait emprisonné à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de la garder pour femme ». Bien qu'il voulût le faire mourir, Hérode eut peur de la foule qui tenait Jean pour un prophète. Or, à l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités et plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste ». Le roi en fut attristé, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'ensevelir, puis ils allèrent informer Jésus. En réalité, Caravage a choisi d'illustrer l'ellipse que l'Évangile introduit entre les versets 10 et 11 du chapitre. Point de tête sur un plateau donc, mais une exécution comme éclairée par la lune, suspendue juste au-dessus de la veille et en dessous du sommeil, dans un de ces entre-deux où le poids du réel est décidément indécidable. Les mains et les regards des témoins et acteurs de la scène convergent vers Jean-Baptiste, étendu dans son sang dans la cour de la prison. À gauche, une servante tendant le plat qui recueillera la tête, une vieille femme se couvrant les oreilles, le gardien désignant le plat, puis tout à fait à droite, 2 prisonniers penchés assistant à la scène à travers les barreaux de leur cellule. Enfin, au beau milieu, le bourreau penché sur la victime, poignard dans la main droite qui a fait son office, ramené derrière le dos, et cheveux du Baptiste dans la gauche pour achever de décoller la tête du tronc. Il faut donc en convenir, la mort vient lentement. Elle n'est sans doute pas aussi silencieuse que dans les livres d'histoire, fût-elle de l'art. Si elle est indéniablement le fait d'une volonté, elle est aussi le fruit d'un geste. Et la toile enregistre le travail du bourreau comme celui de la mort, incarnés tous les deux dans l'entaille profonde par où goûte le sang qui se résout en nom, puisque Caravage a signé du sang du saint, lui qui ne le faisait jamais. On ne saurait mieux faire pour situer les enjeux. Entre la fin du verset 10 et le tableau tel qu'on le voit, Jean-Baptiste a été mis à terre, sans doute par le bourreau, peut-être aidé par le gardien, encore qu'on ne l'imagine guère, trempé dans ses manœuvres. Il est trop bien vêtu, ce que ni le bourreau ni le saint ne sont, qui sont quasiment nus. C'est d'ailleurs sur leur peau qu'accroche le peu de lumière qui éclaire la scène. Je reviens à ce sentiment très fort de suspension qui émane du tableau. Une fois Jean-Baptiste terrassé, le bourreau penché à le toucher lui a ouvert la gorge, puis s'est un peu levé et le tableau commence. Il y a sur le visage du saint une sorte de souffrance concentrée, sur celui du bourreau une sorte de détachement paisible, mais pas la moindre trace de haine, de vindicte ou de peur. Ce qui doit être sera, est, puis a été, et nous voilà. Andreas de Cologne avait un corps très proche de celui du bourreau. Dans la cérémonie d'amour, nous risquons toujours tout. J'étais sûr du plaisir que nous nous donnerions et sûr aussi qu'il aurait eu la même délicatesse pour me trancher la gorge que pour me pénétrer, qu'à cela une vibration eût suffi à nous précipiter.
et la servante muette, la petite vieille affolée et le gardien soumis auraient formé cortège pour quitter le tableau et regagner le verset 11, laissant Andreas avec mon corps sans tête et un reste de sang bientôt bu par la terre. Voilà, alors évidemment, la thématique d'ensemble de ces tableaux de Caravage n'étant pas particulièrement gaie, s'ensuit que la série de lecture va être un petit peu lugubre, mais bon. Gentil, là. Ah oui, on va essayer de mettre un peu de... Alors, comme le livre circule beaucoup, un peu, enfin, entre l'Italie et l'Allemagne et la France, et que les tableaux du Caravage sont maintenant disséminés un petit peu partout, c'est l'occasion de suivre ce fil-là aussi à travers la géographie. Et donc là, nous sommes à Berlin. Dans la Bildergalerie du Palais Sans Souci de Potsdam se trouve une incrédulité de saint Thomas de Caravage que je suis allé voir le lendemain de mon arrivée. On connaît l'histoire. Thomas y a les traits d'un vieillard dubitatif que le Christ oblige, en guidant sa main, à vérifier la présence de la plaie laissée par la lance de ses bourreaux, en l'incitant à y introduire le doigt. Le tableau, en plan rapproché, densément occupé de mains et de regards, de fronts soucieux, impose tranquillement une cohérence de construction et de circulation, un monde en soi, même environné d'une bonne centaine d'autres toiles, dont 2 ou 3 merveilles, même par temps clair quand la luminosité oblige à quelques contorsions pour déjouer les reflets. La plaie est largement ouverte où l'index de Thomas disparaît, il n'en dégoûte pas le moindre sang, je rappelle que nous sommes après la résurrection. Elle a donc à la fois la portée symbolique voulue par l'évangile de Jean et l'aspect réaliste voulu par le peintre avec ses allures d'entaille au flanc d'un Maccabée. Qu'y a-t-il dans le corps de l'autre que je veuille posséder avec tant d'ardeur dans le désir, que je veuille extirper avec tant d'acharnement dans le combat, dont je veuille vérifier la présence avec tant de précision dans le livre? Qu'as-tu en toi d'enchanteur à ce point, Andreas? Qu'aviez-vous sous la peau, corps allemands, dont nous ayons voulu par 3 fois vous priver? Qu'avions-nous sous les côtes, corps français, que vous ayez voulu par 3 fois nous soustraire? Qu'avait donc le corps juif qu'il ait fallu ôter et pour cela foyer, émonder, équarrir, en nous couvrant de sang, puis de suie, puis de cendre? L'infini du désir est pour y accéder l'infini de nos corps, l'infini des pensées est pour le traverser l'infini de nos joies, et l'infini du livre, enfin, que rien n'arrête, pas même le doigt des saints, l'élan de la passion et la fureur du meurtre. Ce que nous touchons dans l'amour en pénétrant le corps, le lieu où la pensée bascule, que submerge l'obscur, auquel il faut veiller comme à la prunelle de nos yeux, comme au Saint-Sacrement. Toucherai-je jamais l'endroit du corps, de l'âme où les nazis œuvrèrent, le lieu où se dissout ce qui nous tient debout, l'endroit d'où les ordres fusèrent, les hurlements jaillirent, où les coups furent portés, les ongles arrachés, les têtes immergées, les sexes violentés, les corps déboutonnés, les bouches édentées, les cheveux abattus, où l'on parvint enfin à envisager l'impensable et à l'exécuter. Où cela se tient-il? Très loin de l'art et des forêts, aux antipodes de Dieu, de l'homme et de la foi, assurément, mais où? Aucun lieu, nulle part, ne peut abriter ça qui pourtant arriva et se para des traits, divers et menaçants, d'une clique de malades compris pour des gens sains, pour des hommes dont l'âme siège au-dedans du cerveau, alors qu'en vérité elle avait déserté leur corps et leurs habits, les endroits où l'on parle, laissant des mécaniques vidées de sang errant dans des parcs arborés, des terrasses, des palais, décidant et dansant, brûlant d'abord les livres, puis les lieux, puis les juifs, et courant pour finir au cœur de la fournaise où se dissoudre enfin dans une sorte de rire que le crépitement des flammes recouvrit. Voilà, donc naturellement l'étape berlinoise n'est pas la plus joyeuse. Donc je continue mon petit tourisme historico-pictural. Au registre des initiatives touristiques que je prends de temps à autre, je dois inscrire une visite à Rome, où je n'ai aucun compte historique à solder. Le fascisme, on le sait, pour n'avoir pas été une sinécure, n'est pas le nazisme, et je ne vois rien dans les longues déchirures des siècles passés qui aient été de nature à nourrir un contentieux particulier avec l'Italie. J'ai, de plus, toujours eu l'impression que la littérature et le cinéma italien de la seconde moitié du siècle dernier avaient très courageusement pris en charge une réflexion collective multiforme sur l'histoire, allégeant par là même singulièrement notre travail. Sans compter qu'on a toujours dans ma famille, où couraient encore mécaniquement quelques réflexes anti-allemands,
considérer l'Italie comme de tout temps le lieu de l'art, d'une part, et les ouvriers italiens de l'entre-deux-guerres immigrés chez nous comme des gens dignes de notre respect, d'autre part, et dans un autre ordre d'idées. À cela s'est pour moi rapidement ajouté, dès mon premier séjour, un goût immodéré des garçons bruns nonchalants qui sillonnaient les rues, sourire aux lèvres, tout juste descendus des cieux de la peinture. Poser la main sur des corps italiens est toujours la promesse d'une plongée vertigineuse dans l'histoire. Pas celle des conflits, de l'ombre et des questions restées en suspens, mais dans le courant chaud qui irrigue les terres, les villes et les rivages des hommes que nous sommes, celle qui surgit des ruines étrusques, grecques et bientôt romaines, court jusqu'aux boucles brunes qu'entre mes doigts je roule après s'être gonflé de 20 siècles d'espoir, de 20 siècles de drame, puissamment rassemblés en un déluge d'art qui unifie le temps, les peines et les joies et continue longtemps à nous transfigurer. Massimo, le premier de mes amants italiens, qui m'avait attrapé dans une rue de Rome et conduit sûrement dans la nuit tiède pour abriter une étreinte rapide, inoubliable, j'ai encore sur mes lèvres, à 30 ans de distance, la tiédeur de ta peau et le goût de ta langue, et sur un rayonnage dans la maison de pierre, le livre dont, haletant et heureux, tu m'avais fait cadeau en souvenir de toi, de Rome et du jeu de nos peaux, le lendemain, sur le quai de la Stazione Termini, d'où je t'avais dit, en te quittant au petit jour, que je devais, le soir, partir revoir Paris. Tu avais cet écartement des yeux que l'on voit au visage du Giovane Gentiluomo nel suo studio de Lorenzo Lotto. C'est pour cela sans doute que tu es à ce point présent à ma mémoire, c'est pour cela sûrement que j'y reviens toujours, chercher dans les ruelles ces traces de peinture qui hantent les visages, car il n'est au fond pas d'énigme de l'histoire et des hommes qui ne soit résolue dans le geste de l'art. Et pourtant, si j'y songe aujourd'hui, l'Italie de ces années-là était plongée dans un conflit interne d'une extrême complexité, les fameuses années de plomb, dont la simultanéité avec mon insouciant séjour ne m'a jamais effleuré, alors que j'étais parfaitement informé de ce qui se passait. Mais il faut parfois du temps pour mettre deux choses en rapport l'une avec l'autre, et plus encore que du temps pour voir à peu près clair dans une série d'événements souvent confus, énigmatiques, bouleversants, qui sur le moment forment une séquence parfaitement impénétrable, a fortiori aux yeux d'un profane étranger d'à peine 20 ans. J'ai, lors de ce récent séjour, visité les grands Caravages qui résident à Rome, où œuvre face à face le travail de la grâce et de la mise à mort, et quelques gars du cru qui ne m'ont pas fâché. Je n'ai rien dit de ce voyage à ceux de mes amis qui pensent que je n'aime pas la peinture, et à ceux qui estiment que je devrais me trouver un gentil garçon pour me fixer, et ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Car la mise à mort est un travail de chien. Il y faut un assassin ou un bourreau. La chair pèse son poids, os et muscles ne s'entaillent, se percent et se vident pas aussi aisément que le laissent entendre les sentences ou les histoires pieuses, comme celle qui fait mourir Saint Matthieu sur les marches de l'autel d'une église de la lointaine Nadaver, cité d'Éthiopie où il venait de célébrer la messe et de faire l'éloge de la virginité devant un roi désireux d'épouser sa nièce, lequel au sein dépêcha quelques sbires pour en finir avec de tels sermons. Le martyre de Saint Matthieu, à Saint-Louis des Français, fait la part belle à l'assassin, central, rayonnant, poignard dans la main droite, penché sur sa victime qu'il tient par la main gauche, auquel il est relié du geste et du regard, et surtout presque nu. Comme sont presque nus les deux adolescents qui nous tournent le dos et contemplent la scène à droite et celui qui, à gauche, semble vouloir partir mais s'attarde un instant. Que les anges soient nus, passe encore, mais les hommes. Peindre les bourreaux nus, c'est porter à nos sens la fine perception de ce qui nous serrait le désir et la mort, l'infime instant de joie qui vise à l'accepter avant de disparaître. C'est inscrire sur la toile l'instant de notre mort, comme à Malte ou au sol, le sein palpite encore quand le bourreau attend. Peindre les témoins nus, c'est dire où sont les anges et que nous n'avons rien d'autre à faire ici-bas que célébrer le monde. Si le travail de la mort est vertical, celui de la grâce dans la chapelle Contarelli est horizontal. Face au travail de chien de l'assassin, à la peine, au labeur, à la gloire que son corps forme en déchirant l'ombre, une sorte de tranquillité domestique et paisible baigne le bureau de péage où Matthieu accomplit sa tâche quotidienne. Et c'est la belle lumière de l'étonnement que la vocation de Saint Matthieu peint sur le visage du percepteur, venu de Pierre, du Christ et des nuées hors champ, ou du récit de Marc, simple comme un bonjour. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Marc 2, 14. On aurait suivi à moins un Christ d'une telle beauté, promesse que l'on distingue à peine.
Qu'y avait-il au creux de ces regards que le peintre parvint à saisir, dans le choix des postures, dans l'ombre des modèles, et qui m'est redonné, intact, éblouissant à plus de 400 ans de distance? De quelle liberté inouïe s'est-il nourri que je la sente encore à l'œuvre sur la toile où les horizons s'ouvrent? Est-ce là le tournoiement infini de la grâce? Celui-là dont il est assurément question dans la conversion de saint Paul à Santa Maria del Popolo, où il atteint un degré tel qu'il a mis Paul à terre, laissant son cheval libre envahir tout l'espace. Celui-là même que je n'atteindrai pas. J'aurais de même suivi ce Paul à la renverse jusqu'à Damas, Éphèse, Corinthe, Thessalonique, pour que me fût donné loisir de contempler cette beauté solide de jeune homme sidéré, ses bras charnus, ce cou où s'arriment les muscles, plongeant à la poitrine qu'on lui voit au mur droit de la chapelle, à Rome, où son cheval hésite, lève doucement le sabot, l'évite et va bientôt aller paître plus loin où je me tiens caché. Caravage savait peindre aussi ceux qui vont l'angle. Mais dans la Santa Maria del Popolo, la grâce donnée à Paul est verticale et la mort donnée à Pierre horizontale. Pas d'assassin dans cette crucifixion de Saint-Pierre, pas de bourreau non plus, puisque l'apôtre est déjà cloué, mais 3 hommes de peine, 3 tâcherons, chargés de dresser cette croix lourdement chargée, dont l'un a passé à son épaule une corde attachée à une extrémité de la croix, l'autre ses bras noueux sous le madrier où la corde s'attache, et le troisième son corps entier sous le bois chargé d'hommes. Le saint, comme Jean-Baptiste à Malte, a un air de douloureux étonnement bien plus que de souffrance. Rien, ici, n'indique qu'on ait affaire à un violent supplice, mais bien plutôt à l'accomplissement d'un destin pour l'un, d'un travail pour les 3 autres qui se seront rompus os et muscles à hisser ce martyr pour un salaire qu'on devine de misère, auront sué sang et eau pour que la mort advienne, qui est plus souvent qu'on ne pense chose longue à venir, et lente et peu aimable. Comment fait-on cela? Crucifier, enchaîner, battre, déconsidérer, mettre en joue, achever, torturer, agonir. Quelles ressources trouver pour porter la violence au beau milieu du corps et la laisser œuvrer? Le siècle où nous vivons y tient-il sa partie ou puisons-nous au fond d'un trésor vénéneux? Alors on va quitter un tout petit instant Caravage, mais retourner à Berlin. Nous nous sentons, pour ces quelques jours de mon 3e séjour à Berlin, portés par une petite joie douce qui affine les perceptions et rend le réel plus aimable. Nous sommes cette fois logés à Prenzlauer Berg, dont je ne connaissais que la face nocturne pour y être allé draguer avec Andreas le soir où nous avions trouvé l'éditeur, dans une rue perpendiculaire à Schönhauser-Allee, à la hauteur de la station de métro du même nom, pavée, enfouie dans les arbres, douce comme une promesse de printemps au sortir de l'hiver. J'arpente la ville à pied, en tram, et ces distances démentes m'enchantent tant partout où respire. Je trouve à la Gemäldegalerie un martyr de Saint-Pierre et de Saint-Jean-Baptiste de Masaccio, dont l'espèce de simplicité réaliste m'évoque les gravures qui ornaient les éditions originales de certains textes du marquis de Sade, en ce sens que les corps y sont pareillement traités comme de simples objets que l'on peut saisir, retourner, attacher, brûler, supplicier de 1001 manières au gré des ordres ou des caprices du pouvoir, sans qu'il soit naturellement question un seul instant qu'ils regimbent au traitement qu'on leur fait subir, sinon pour redoubler le plaisir des commanditaires ou exalter la piété des foules. La tâche ingrate des bourreaux, à laquelle Caravage, presque 200 ans plus tard, attachera une si précise attention, et précisément sur les 2 mêmes motifs, est ici purement fonctionnelle et, pourrait-on dire, celle des saints aussi. Ce sont de fascinantes représentations d'idées. Il accroche une femme sur une roue hérissée de piques et l'enconne. Aussitôt, on dessine une roue dentée, on y accroche un corps de femme dans lequel un libertin glisse un engin monstrueux, et s'il y fallait un éléphant et 2 nonnes, on les ajouterait sans barguigner. Saint-Pierre est déjà sur la croix, en une verticale parfaite, tête en bas, pieds cloués. De chaque côté, les tâcherons s'affairent à lui fixer les mains, derrière, des gardes en armes. Saint Jean-Baptiste est représenté avant la décollation. Agenouillé de profil, il tend la tête au-dessus du plateau qui dans un instant la recueillera, son visage est enfoui dans ses mains. Le bourreau, de dos, vêtu d'une tunique et d'une courte culotte, brandit à 2 mains l'épée qui tranchera le sein, il est solidement campé sur ses 2 jambes nues. Sur le côté, un gardien, à droite, des hommes en armes. Un mince liseré d'or sépare les 2 scènes réunies dans le même tableau, une des 3 parties de la prédelle du Polyptyque de Pise, réalisée à l'œuf sur du bois, comme l'adoration des mages et les épisodes de la vie de Saint Julien et de Saint Nicolas qui l'accompagnent, le premier tuant ses parents dans leur sommeil en levant sur eux son épée, le second jetant des pommes d'or dans la maison de 3 jeunes filles pauvres.
Naturellement, c'est la grande simplicité de représentation qui guide le pinceau de Masaccio et l'absence complète de tragique dans des scènes qui le sont par essence, qui produisent ce saisissant effet de fonctionnalité, qui n'est pas forcément intentionnel, mais donne à voir dans le dépouillement quelque chose du grand calme à peine tourmenté qui plane sur les seins, que Caravage ombrera diaboliquement par la suite. On atteint là une sorte d'au-delà de la représentation qui n'est pas sans rapport avec la photo du rebelle libérien, due à l'art dans un cas, à la simple impossibilité de penser le réel dans l'autre. La vie des saints, comme celle des libertins de Sade, n'offre aucune limite aux représentations que l'on peut s'en forger, quand le réel toujours nous rabat. Voilà, donc ça c'était le petit intermède Masaccio, et nous repartons avec Caravage, cette fois à Naples, où se trouve donc la grande toile qui s'appelle Les 7 œuvres de miséricorde et qui m'a donné les clés de ce livre. Je me retrouve à Naples où l'on sait bien ce que la mort veut dire. On en côtoie l'effigie tous les jours, dans les rues, les églises, la peinture, dans la vie. Naples n'est pas une idée comme Venise ou New York, c'est un rêve qui vous met aux prises avec des forces brutales et contradictoires. Un doux rêve pour qui la voit de loin, un cauchemar pour qui l'habite un temps, une condamnation pour qui doit y vivre. C'est là que quelques années auparavant, j'avais été pour la première fois frappé par la peinture du Caravage. Les trois maillages de la ville et sa nature morbide trouvaient aujourd'hui dans mon esprit délabré et mon corps immobilisé un terrain de jeu idéal. Caravage y séjourna 2 fois, en 1606-1607, puis en 1609-1610. 3 œuvres y sont encore visibles, une datant du second séjour, 2 du premier, au cours duquel, de toute évidence, quelque chose bascula dans sa vie, dans ses muscles, ses désirs, son esprit, son pinceau, ou encore dans les cieux qui roulaient sur sa tête, quelque chose qui ouvrit la voie des grands pans d'ombre peints plus tard à Messine, Syracuse, La Valette, où l'humain se dissout, même s'il se nomme Lazare, Jean-Baptiste ou Lucie. Le premier de ces 3 tableaux est en fait le dernier, ou réputé tel, peint par l'artiste, le martyr de Sainte Ursule, tué d'une flèche tirée à bout portant par le roi des Huns suite au refus d'Ursule de l'épouser, la scène se passant à Cologne. Le plan est rapproché, comme dans l'incrédulité de saint Thomas, comme dans l'arrestation du Christ, comme dans le couronnement d'épines, plus noyé de noir que jamais, où surnage le visage blême d'un témoin qui a les traits du peintre, le rouge de la robe de la sainte, des reflets de lumière sur l'armure du roi, lequel a fiché la flèche dans le corps de la sainte comme en son temps Thomas son doigt dans la plaie au flanc du Christ. Et comme toujours, chacun accomplit son destin dans le calme paisible d'une relation au cou, au corps et à la mort, dénuée d'emphase et d'amertume. Des 2 autres tableaux datant du premier séjour napolitain, l'un est au Museo Nazionale di Capodimonte, c'est la flagellation du Christ, la fulgurante verticale blanche du corps supplicié jetant dans l'ombre 3 bourreaux affairés à lier, à rassembler les verges, au corps tordus et sombres, cérémonie un instant encore suspendue, dont jaillira le sang, la souffrance, la promesse. Et s'il avait fallu que je noue Adrien autour d'une colonne, le hisse sur une croix, l'enterre, l'emmure vivant ou le jette au cachot, comment l'aurais-je pris ? À main nue et sans larmes, au cœur, au souffle, à l'âme. Le second est dans l'église Piemonte della Misericordia, là où dans mon esprit se mit en place d'un coup sec comme une vertèbre qu'on remet ma fascination pour cette œuvre. Cette église se trouve au bout de la Via dei Tribunali, mais avant d'y parvenir, je m'étais longuement arrêté dans un temple, si j'ose dire, de l'esprit morbide napolitain, un des édifices religieux les plus étonnants qu'il m'ait été donné de voir, Santa Maria delle Anime del Purgatorio. Rien d'étonnant à ce qu'un tel lieu fasse retour au sein de mon grand trouble entre une voûte claire, une visite d'Adrien et un sommeil sans rêve. Cet endroit-là, entièrement fait de mort, caveau que l'on visite, où l'on prie, où l'on pleure. Des crânes de bronze saluent le visiteur dès l'extérieur, ornant le petit escalier qui donne accès à l'église, dont la sombre façade baroque, presque contemporaine du Caravage, surplombe la rue de quelques marches, crânes polis par la dévotion des passants qui, par dizaines au fil du jour, les effleurent avant de se signer, vacantes à leur journée, comme on cueillerait une fleur sur le bord de la route. À l'intérieur, on découvre la raison de l'élévation de l'édifice au-dessus de la rue. Sous l'église se cache une autre église contemporaine de la première, aussi vide et dépouillée que l'autre est chargée d'or, entièrement consacrée au culte des âmes errantes du purgatoire, culte condamné mais toléré par l'église.
On peut par exemple déposer là, au pied des os d'une dénommée Lucie, possiblement morte noyée avec son fiancé, les ex-voto qui nous sortiront de la peine où l'on s'englue. Il faut ici mettre souvent de côté la clarté rationnelle qui, partout ailleurs en Italie, marque pour l'essentiel les gestes artistiques. Accepter de sombrer dans le flux insensé qui agite la ville, d'aller en dérivant heurter un Christ gisant, couvert d'un voile de marbre plus émouvant encore que des restes humains, ou ployé en roseau devant le ragazzo tendu comme un arc, électrisé d'adrénaline, prêt à vous transpercer du couteau qui l'agite, qui exige en hurlant 3 sous pour la misère et 3 sous pour la peur. C'est donc dans un état d'esprit plus disposé au doute encore qu'à l'ordinaire que j'avais suivi la Via dei Tribunali, traversé la Via del Duomo et trouvé l'église Piemonte della Misericordia, dont le maître-autel s'orne depuis qu'elle y a pris place au début de l'année 1607, d'une des plus grandes compositions de Caravage, 3,90 m par 2,60 m, les 7 œuvres de miséricorde. C'est d'abord comme un grand tourbillon semblant descendre du ciel, un drapé de tissu, d'ailes et de visages fins. 2 anges, l'un bras tendu vers la terre, l'autre s'accrochant à lui, impriment au drapé son mouvement centrifuge. Dans le creux de leurs ailes, une vierge à l'enfant. Ceux-là, qui remplissent le tiers supérieur du tableau, sont vus de dessus et contemplent la scène terrestre, densément peuplée, au-dessous d'eux, qui occupe les 2 tiers inférieurs du tableau, vus cette fois de face. Nous sommes donc à la fois au-dessus de la scène et face à elle. Le récit que déroule la partie inférieure de la toile est une scène de rue invraisemblable. Il semble incohérent, disparate, impossible au premier coup d'œil d'y repérer un air religieux, surtout pour un profane. D'autant que, profanes, ses protagonistes le sont tous, à une exception près. À gauche, un homme bien vêtu semble s'entretenir avec un homme du peuple qui lui indique du doigt une direction hors champ, tandis que derrière eux, un gaillard, épaules dénudées et tête rejetée en arrière, se désaltère au goulot d'une bouteille. Puis un jeune homme coiffé d'un chapeau à plumes partage sans vêtements avec 2 autres jeunes hommes à ses pieds, l'un torse nu que l'on voit de dos, vivement éclairé, l'autre que l'on distingue de profil, les mains jointes dans la pénombre. À droite, une femme donne un sein laiteux à un vieillard dont la tête surgit d'une fenêtre quadrillée de barreaux qui le tiennent prisonnier. Derrière elle, un homme du peuple porte un cadavre dont on ne voit que les pieds et un bout du linceul qui l'enveloppe sans doute. Derrière enfin, accompagnant le mort et surgissant d'une ruelle, un flambeau à la main, un prêtre. Le propos est dense, la toile complexe, pas particulièrement aimable. Il faut prendre du temps. La tonalité d'ensemble est sombre, c'est une ronde de nuit. Un fond presque noir sur toute la partie gauche, cieux compris. Au centre, une verticale de lumière apportée par le flambeau du prêtre, puis à droite, de nouveau la pénombre, moins intense. Mais dans le même temps, une autre lumière d'origine extérieure au tableau s'accroche au dos du jeune homme suppliant, au visage des hommes qui conversent, aux bras et au sein de la femme, à l'aube du prêtre, aux bras tendus de l'ange, aux ailes. Nous sommes donc à la fois dans une scène nocturne et diurne. La volonté d'embrasser en une seule toile les 7 impératifs que les 7 gentilshommes fondateurs de l'institution Piemonte della Misericordia entendaient mettre en œuvre ensemble est, au dire des ouvrages autorisés, unique dans l'histoire de la peinture. D'où cet air de rébus qui traverse la toile, cette façon si fière, souveraine, de gagner ses œuvres en ayant l'air de jouer, alors qu'un mystère profond s'agite sous nos yeux et danse, un tourbillon qui perd quand il nous a happés et nous envoie au ciel entre les bras des anges, nous priant d'y rester maintenant que nous y sommes, nous à qui il a tant coûté d'y parvenir. Il n'y a guère que lui pour avoir peint les anges comme il peignait les hommes, les saints comme il peignait les hommes, les bourreaux comme il peignait les hommes. Il n'y a guère que lui pour avoir peint tant d'hommes dont tout laisse à penser qu'on serait bien au ciel avec eux pour voler, avec eux pour aimer. Je sais grâce à lui que les anges sont des hommes de Berlin ou de Naples, de l'âpre terre calcaire ou des bords du Rhin, des hommes à qui confier ce dont Dieu ne veut plus, notre peine et ce poids constant sur nos épaules. Donc voilà pour la partie peinture. Je vous avais fait miroiter une photographie auquel il a été fait allusion dans un des passages que j'ai lus, donc la voici. Mais après quand même un détour à nouveau par le Caravage. J'avais besoin de réfléchir. Dans Edward Bond, Je ne suis pas un homme en colère, le dramaturge anglais filmé par Véronique Aubouy le 29 avril 2001 dans la cathédrale Saint-Jean de la Valette à Malte, au pied de la décollation de Saint-Jean-Baptiste, dit du Caravage que, comme tous les grands peintres, il attache une grande importance aux mains,
et de ce tableau-là qu'il est bien plus réel que la rue dans laquelle on retourne après l'avoir vu. Il ajoute « Et si on en était conscient, il y aurait moins de prisons ». Il n'est pas indifférent que ce sentiment très aigu de réel soit produit précisément par un des tableaux les plus irréels du Caravage, par une de ses lumières les plus irréelles, par cette représentation suspendue, ouatée d'une exécution dans une cour de prison, dont Edward Bond délaisse le prétexte biblique pour n'en garder que le versant civil, toujours aussi lisible que l'autre dans tous les sujets religieux traités par le peintre. C'est un tableau qui nous met un peu au supplice parce qu'il en dit trop sur la souffrance et sur la bêtise crasse. Je regarde les mains d'Adrien qui roulent un joint en silence, des mains fines tannées par le soleil et la rudesse des matériaux qu'il touche, et celles de Sandro, plus solide, pâle et moins abîmé. Peut-être est-il à la rue depuis moins longtemps. Sandro aime la photographie. Son seul trésor est un vieux Leica soigneusement protégé au fond de son sac de toile. Il a fauché dans une librairie de Turin avant de partir un gros volume intitulé « Décade », pompeusement sous-titré « The Definitive Photographic History of the First Decade of the 21st Century ». Ils sont rassemblés des clichés censément représentatifs de ce qui a caractérisé cette décennie sur les plans politiques, économiques, culturels. Sandro le consulte comme si c'était un livre d'histoire, ce dont je doute. D'une manière générale, je me méfie un peu de la photographie, sans doute parce que je n'ai aucun regret de mon enfance. Je feuillette quand même la photographie d'actualité ayant, surtout dans un conditionnement pareil, une fonction un peu différente que d'entretenir cette nostalgie un brin narcissique que promeut discrètement la photo de famille ou souvenir. Soudain, à la date du 21 juillet 2003, une photo terrible, et cette légende semble jaillir du livre. La tête d'un rebelle libérien, témoignage macabre d'une terrible guerre civile exhibée à Monrovia. La mort est passée. La photo arrive après qui, contrairement à la peinture, ne suspend pas le temps mais le fixe. Je reste incrédule devant cette horreur pure, je me dis que sans corps la tête n'est pas crédible, que nous sommes donc passés au-delà de la représentation. J'ignore si l'homme qui brandit la tête est celui qui l'a tranchée, mais il la tient par les oreilles, à bout de bras, et ne tourne pas le visage du décapité vers les passants, mais vers lui, comme s'il lui restait à se convaincre que son adversaire est bien mort. Sans corps, la tête n'est pas crédible, qu'il ne rouvrira pas les yeux derrière son dos. À moins que la tête ne passe de main en main pour l'édification de la population, laquelle pourtant semble en avoir vu d'autres, à moins. J'avoue une hésitation, mon système de référence n'englobant pas ce genre de réalité, j'en suis resté à la princesse de Lamballe. D'autant que le texte joint à la photo reste on ne peut plus vague sur les forces en présence. Cette tête est-elle celle d'un parfait salaud, ou le parfait salaud est-il celui qui l'a brandi? Et qui sont les salauds dans l'histoire, puisque le gouvernement et les forces rebelles furent tous deux responsables de flagrantes atteintes aux droits de l'homme, si l'on en croit le livre d'histoire. Rebelle sonne sympathique, mais s'il est instrumentalisé par des bouchers, le son qu'il rend est moins juste. Aurais-je pu avoir mes amants pour ennemis? L'empreinte de l'époque où nous sommes est telle qu'un rien dont on ignore la portée à long terme brise les perspectives, fait d'un allié un traître, d'un agresseur un ami, d'un agneau un psychopathe, que sais-je encore. Ce sont nos mains qui agissent, frappent, caressent, tuent, percent, ouvrent, referment, pensent, qui donnent la mort ou la jouissance que nos cerveaux décident. Mais les cerveaux d'Adrien et Sandro, dont les mains sous les voûtes de calcaire se détendent et, fluides hélas, officient dans le calme au rituel de la nourriture, de la lecture et de la drogue, du plaisir sans doute aussi, ne décident de rien, sinon à la marge. Les conditions que l'on trouve, le jeu qui nous est distribué indique souvent clairement, sinon les possibilités, du moins les interdits, après ça on adapte. Je doute que les deux garçons aient choisi la marginalité qui fait aujourd'hui leur quotidien et souvent leur fierté, pas plus que je n'ai choisi d'aimer les hommes. Mais voilà, quand on a ça dans les pattes, autant s'en débrouiller. Et je suppose que si j'avais eu 20 ans dans les faubourgs de Monrovia, au pire des exactions commises par les sbires de Charles Taylor, lequel, après avoir mis le Liberia puis la Sierra Leone à feu et à sang, est aujourd'hui condamné pour crimes contre l'humanité, comprenant massacre, viol, esclavage sexuel, conscription d'enfants, donné qui jette une ombre sur le gouvernement et les forces rebelles furent tous deux responsables de flagrantes atteintes aux droits de l'homme, du commentaire. J'aurais sans sourciller brandi comme un trophée la tête d'un de ces assassins, à moins qu'enrôlée dans les troupes du président élu, ce ne soit celle d'un de ses opposants.
Et si j'avais été le rejeton pourri d'une famille de cathos réac et bien pensants, aurais-je pris, comme disait l'autre en chevrotant doucement la voie de la collaboration, fini par tabasser, à les laisser pour morts les Adriens et les Sandro d'alors, qui n'eussent pas manqué d'être des résistants, au lieu de les aimer comme ce soir je les aime, tout voilés de hachiche, de calcaire et de calme, noyés dans la musique, à portée de mes mains, qui ne toucheront pas leurs corps abandonnés à la douceur, comme ils eussent pu l'être au cou et à la mort, au fond de la prison où les aurait jetés mon dévouement sans fin aux ordres les plus abjects. Voilà, donc la photographie n'est guère plus drôle que la peinture. Voilà, et je vais essayer de finir sur une note un tout petit peu plus gaie, parce que ce livre qui s'appelle Avec Bastien, que j'ai écrit avant celui-ci, est sur un registre un peu différent, mais et il est un petit peu plus joyeux. Il est aussi question de photographie, de représentation, puisque c'est une sorte de biographie imaginaire rédigée par un spectateur d'un acteur de film pornographique gay. Voilà, donc les différents niveaux de représentation se superposent comme ça dans l'espèce de monologue que tisse le narrateur. Le cinéma, bien sûr, un petit peu de photographie, et puis le simple regard de son imagination sur ce garçon dont il finit par dresser le portrait. Sur la table où sont le pain, le couvert et le vin, dans un vase quelques fleurs, s'allongent parfois les hommes, placés là comme une offrande, un plaisir à partager, une halte avant de reprendre la route. En l'occurrence Bastien, 70 kilos de muscles, d'eau, d'os, animés par un souffle. Pour mieux en jouir, pour mieux en faire jouir, parce que ces sortes de rituels, ici très sommairement observés, pimentent l'exercice et surtout la représentation de l'exercice. Ses poings sont liés par une fine cordelette blanche. Sa tête dépasse un peu du rebord de la table. Elle part en arrière, mais cela lui permet d'avoir, genoux relevés, bassin et pieds posés à l'autre bout, sans quoi il serait dans le vide. Pour l'usage qu'ils en auront, il importe que les gars qui s'agitent quelque part dans la pièce disposent du corps de Bastien dans cette configuration-là. Tout est prêt et pourtant quelque chose dans l'air s'attarde. Difficile de savoir si c'est une contingence purement technologique, une incertitude humaine ou l'un de ces flottements inexplicables dont le cinéma est gourmand, quand tout semble prêt mais rien ne se passe. Toujours est-il qu'un pur bloc de temps se délite doucement dans la pièce. Deux des gars discutent à voix basse. Bastien songe à la fenêtre qu'il a laissée ouverte chez lui avant de quitter Paris pour ses jours de tournage, à d'autres choses encore, il fait doux, et le monde est aimable de s'absenter ainsi le temps de quelques cabrioles qui lui sont destinées. Puis petit à petit, indécidablement, à la manière d'un concert de musique indienne dont les oreilles occidentales peinent à repérer le début au milieu de ce qui ressemble à un moment où les instruments s'accordent, un frisson parcourt la pièce, ondule sur les peaux, les préparatifs de la noce s'achèvent, les corps s'échauffent et la lumière se fait. Comme si elle ne les avait jamais désertés, une tension professionnelle gagne tout un chacun, il reste à interpréter le programme préalablement défini en intégrant tout l'imprévu qui voudra bien s'y glisser. Les gars s'approchent, le matériel est sur la table, ils s'en saisissent et se mettent à l'ouvrage. Bastien à la volée pour ces trois-là qui s'en vont l'essorer, pour tous les autres et moi derrière à la ramasse. Bastien sur les rochers. Les mêmes 70 kilos, hier harmonieusement disposés sur la table, ce matin encore penché devant mes yeux sur le blondinet en extase, une fois, 10 fois, lapant son visage barbouillé, immergé dans les répétitions insensées que je lui fais subir mais dont il se lave les mains. Dois-je rappeler que je le vois mais ne suis pas vu de lui? Aujourd'hui, lentement s'élève sur les parois aux anfractuosités compliquées qu'il déchiffre et interprète avec prudence et méthode. Il ne met pas là les mêmes muscles en jeu, les mêmes réflexes, ni ne développe de semblables tactiques, mais une stratégie commune est à l'œuvre, celle du corps mise en action par un désir. Je pourrais être de ces quelques promeneurs, parcourant la corniche du Méjean le jour où il entreprend l'escalade du rocher dit le vase de Chine, avec deux acolytes comme lui longilignes, concentrés et détendus, et m'arrêtant pour contempler un instant leur avancée paisible dans cet empilement dentelé à bord d'apics parfois vertigineux, au-dessus desquels planent quelques vautours qui n'ont d'inquiétant ici que le nom et le cri.
Je le verrai ainsi hors contexte, si j'ose dire, dans une pratique plus décente, mais tout aussi fascinante. Rattachés à un ensemble complexe de cordes et de pitons fixés à la roche, les 3 hommes, l'un déjà parvenu au sommet, les 2 autres encore au sol, attendent leur tour, devisent tranquillement sans se soucier un instant des promeneurs arrêtés. Leurs propos sont essentiellement techniques. Ils s'interpellent sur tel ou tel aspect de l'ascension, demandent des précisions à celui qui est déjà en haut sur un élément de leur matériel ou une fixation qui leur semble douteuse. Tout est très calme et très incompréhensible aux néophytes à qui cependant ces cordes évoquent immanquablement les liens dont s'en servent volontiers, voire se saucissonnent, quelques amateurs raffinés de bondage pour parvenir à l'accomplissement de leur plaisir. Mais ce n'est qu'une réminiscence culturelle, obsessionnelle, marginale, car le spectacle des 3 sportifs à l'œuvre sur le rocher se suffit largement à lui-même. Ils sont nu-tête, vêtus de ces textiles modernes issus des industries pétrolières ou chimiques, dont l'ampleur et la souplesse ne font que renforcer l'image qu'on se fait des corps minces et impeccablement structurés qui les habitent et qui les cachent. Bastien s'élance, le silence s'est fait. Le premier arrivé et le dernier resté au sol observent attentivement sa progression. Elle est d'une précision et d'une rapidité qui émerveillent les promeneurs qui n'y connaissent rien. En quelques minutes, un clin d'œil semble-t-il, il parvient au sommet aux côtés du premier arrivé. Tant de patients préliminaires pour quelques instants de pratique silencieuse. La conversation reprend en même temps que les préparatifs pour la montée du 3e larron, puis ils redescendront et s'attaqueront, plus tard ou demain, à un autre rocher, iront piquer une tête dans les eaux glacées de la Jonte, marcheront dans les herbes sèches du Causse à la tombée de la nuit, saluant le souriant tractoriste rentrant son chargement de foin, à qui Bastien, un instant, y racontait fleurette, s'enfouiront dans la nuit, peut-être dans l'amour, le plaisir, le sommeil. Bastien et ses frères l'été suivant la mort de Martin, Martin étant le père de la fratrie. À tour de rôle, ils descendirent à Bong, s'arrangeant pour y être tous ensemble quelques jours autour du 15 août et procéder aux présentations du nouveau venu à ses oncles, à sa grand-mère, à un clou chasse-l'autre. Maxime est né 3 semaines après la disparition de son grand-père. Chacun pense à ce chassé-croisé qui a quelque chose de rassurant, parce qu'il matérialise d'une certaine façon la chaîne qui les relie sans les entraver. Emmanuel est dans une espèce de transe joyeuse. Il retrouve l'essentiel de sa gaieté adolescente, ironique, insoucieuse. Il s'active, nettoie, range, coupe du bois, fauche des broussailles, empile et brûle. Sa femme s'habitue peu à peu aux nouvelles formes de son dialogue avec son fils entamé une dizaine de mois auparavant. Elles se promènent parfois avec Alice, elles vont jusqu'au Varéron ou descendent vers la Mazière, se parlent, songeuses, attentifs pour des raisons diamétralement opposées aux 1001 suspensions du temps que les moments qu'elles traversent provoquent. Il fait beau, parfois très chaud, puis un orage éclate. Christophe veille au grain, approvisionne la maison, cuisine et lit. L'espace et la fraîcheur de la Corrèze lui sont une respiration. En septembre, il part travailler en Indonésie. Et Bastien marche, arpente, grimpe et se cache. C'est toujours l'enfance qu'il respire ici à plein poumon. Cet été-là, elle lui est nécessaire. Il pense à Martin, prend la mesure peu à peu de sa disparition, maintenant que le temps de nouveau file et laisse aux abords du cimetière de la Mazière un peu de la poussière qu'il fait en s'écoulant. Il pense à Nicolas. Chaque jour, il passe un moment avec Suzanne qui ne se déplace plus, ou presque depuis que son fils s'est défoncé la tête d'un coup de carabine, perclus de néant et d'inutilité. Elle a gardé, elle, toute sa tête, et la présence de Bastien l'apaise. On entend dans les combes, sur les pentes, les tracteurs. Parfois l'écho d'une tronçonneuse raconte que des hommes travaillent sous les sapins, les troupeaux paissent, et derrière les massifs profilés aux horizons de l'Est sont tapis les Indiens qui guettent notre sommeil. Il reste de cet été une photo de Bastien avec Maxime dans les bras. En débardeur, une casquette sur le crâne dont pas un cheveu ne dépasse, l'épaule gauche soulevée et la droite abaissée assurent à Maxime, dont il enserre délicatement les jambes dans ses mains aux veines saillantes, une position confortable. La diagonale des épaules imprime au débardeur un plissé qui attire le regard et découvre la clavicule droite où la lumière s'accroche entre 2 creux d'ombre qui disparaissent sous le tissu. Et dans la rondeur des épaules où s'attarde encore un velouté d'enfance, on pressent la force, dans la diagonale et sous le plissé la construction du torse, hors champ le petit miracle de grâce transitoire qui dans 2 ans jaillira sur les écrans quand Bastien se sera ouvert, déployé, juché sur les tables. Pour l'heure, l'abandon absolu du bébé endormi émeut, comme émeut le regard de Bastien sur Maxime, au nôtre dérobé, la présence de Martin quelque part au-dessus d'eux, la persistance extrême, longue à s'éteindre, des enfants dans les hommes. Voilà.